revoilà ici depuis le studio des Échos. Il est 13h30 après cette pause d'une heure, pause déjeuner bien méritée. Le retour du forum digital des associations et des fondations qui va nous amener donc jusqu'aux environs de 16h15. Matinée passionnante. Vous avez été très nombreux à nous suivre. On me disait tout à l'heure des milliers. Très nombreux également à nous laisser des questions. Continuez, bien entendu. Je vais vous donner la parole d'ici une demi-heure à peu près. Et j'interrogerai ceux que je vais vous présenter dans un instant. Et puis toujours le hashtag Forum Asso sur Twitter. Profitez-en, il faut en abuser. Alors, c'est pas fini, bien entendu. Tiens, n'oubliez pas, juste avant 16h, puisque ce sera la dernière intervenante, celle qui, au sein du gouvernement, est en charge de piloter l'économie sociale et solidaire, l'ESS, le secteur qui passe très lourd maintenant, vous le savez, dans l'économie française. C'est Olivia Grégoire qui viendra évidemment ici pour sa conclusion. C'est un secteur qui change de visage, bien entendu, et qui a donc de nouveaux besoins. On va voir lesquels dans un instant. Je vous présente Christophe Jeanter. Bonjour. Bonjour Fabrice. Christophe Jeanter, directeur du département investissement, cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires de la Caisse des dépôts, bien entendu. Étienne Drapeau, bonjour. Bonjour. Étienne Drapeau, chef de projet à la Cravate Solidaire Mobile. Et puis Charles-Hervé Moreau, bonjour. Bonjour. Président de l'association Pénélope. Alors, petit tour de table quand même pour vous présenter un peu vos associations, vos institutions. Christophe Jeanter, la Banque des Territoires, je le disais, filiale de la Caisse des dépôts. Vous êtes à la Banque des Territoires. Tout à fait. Banque des Territoires, filiale de la Caisse des dépôts, une des 5 directions de la Caisse des dépôts, qui est vraiment portée sur les territoires. On est là pour développer des projets, réduire les inégalités sociales, territoriales. On intervient sur tous les territoires, que ce soit en métropole ou en outre-mer. Voilà, qui est fait. Donc, une banque des territoires, vous allez vous en rendre compte, qui est indispensable et qui va prendre de l'ampleur, évidemment, dans l'accompagnement de cette après-crise, clairement, justement, sur la mise en place des plans de relance un petit peu partout en France et spécialement dans les villes moyennes, puisque c'était l'opération qu'avait lancée votre directeur général Olivier Sichel, cœur de ville, 222 villes, c'est un projet qui date à peu près d'il y a 1 an et demi. La Cravate Solidaire Mobile, alors ça, je trouve ça génial, formidable, pour tous ceux et celles qui recherchent du travail, notamment. Ils ne savent pas toujours comment se présenter, comment s'habiller également, comment reprendre confiance, et c'est là où vous intervenez, vous, Étienne. Tout à fait, vous avez bien résumé la Cravate Solidaire Mobile, qui est un projet innovant qu'on a lancé il y a 1 an et demi maintenant, et qui nous permet d'accompagner sur 2 territoires du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis principalement des personnes en recherche d'emploi. Il y a du coaching, bien sûr. Tout à fait. Il y a du conseil, et vous accompagnez des milliers de personnes. Alors, sur toute la France, aujourd'hui, grâce à nos 12 antennes, on accompagne plus de 2000 personnes par an. Comme vous le disiez, sur le verbal, le non-verbal, comment être prêt pour un entretien, comment bien se présenter. Vous donnez même des tenues. Et on donne une tenue. Vous avez un dressing à disposition. Nous avons un dressing à disposition et une tenue est donnée à chaque personne. Une tenue qui correspond à la fois au goût de la personne, mais aussi au type de poste recherché. Donc voilà, on s'adapte au maximum pour le principal, donner un maximum de confiance en soi aux personnes, qu'elles puissent réussir l'entretien et tout casser. Très utile, j'espère, oui. La Cravate Solidaire Mobile. Pénélope. Alors, Pénélope, c'est une association qui a été créée il n'y a pas tout à fait 30 ans, 25 ans exactement, à l'initiative du Secours populaire, de l'entraide protestante. Alors, il y a plusieurs volets. Il y a de l'entraide, de l'insertion professionnelle et du magasin solidaire. C'est tout ça un petit peu en même temps, Charles-Hervé Moreau. Exactement. Donc, ça a été créé exactement il y a 25 ans. C'est notre 25e anniversaire. Et c'est une association qui porte 4 ateliers chantiers d'insertion. Une qui est consacrée aux vêtements, une autre au repassage, une autre à la brocante, et puis depuis quelques temps aussi à l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on récupère également des papiers, des piles que l'on revend à des industriels. Formidable. Alors, accompagner des structures de l'ESS, voilà, c'est au cœur donc de cette table ronde qu'on organise ici dans cette journée totalement digitale. Christophe Jeanter, pour bien comprendre la problématique de l'accompagnement du monde de l'ESS, il faut déjà nous expliquer, ce que je disais tout à l'heure, en quoi le secteur, il évolue. On est dans une totale mutation. Tout à fait, on est vraiment dans une mutation. Je veux rappeler quelques chiffres. Vous citiez la secrétaire d'État Olivia Grégoire, qui interviendra en fin d'après-midi. L'ESS, c'est 10% du PIB. Il faut quand même le savoir. Et j'ouvre une parenthèse. Tout à l'heure, on avait Sarah El Haïry, donc autre membre du gouvernement qui a démarré la journée.
Elle est élue de Nantes, de Loire-Atlantique. Elle me disait que ce sont 18% de la croissance, 18% de la richesse, 18% de la richesse exactement, du PIB de la région, c'est de l'ESS. Tout à fait. C'est 10% au niveau national, ça peut être 18% dans certaines régions. Et aujourd'hui, vous avez 1,5 million d'associations en France. Ça représente, il faut bien mesurer la chose, 21 millions de bénévoles. Un Français sur 3. Un Français sur 3, exactement, à peu près. Sur ce 1,5 million d'associations, vous en avez 10% qui sont employeuses. C'est-à-dire que vous avez 155 000 associations sur le 1,5 million qui emploient quasiment 2 millions de salariés. C'est quand même beaucoup. Et ensuite, vous avez 10 000 autres entreprises de l'ESS, ou fondations, ou mutuelles, qui emploient autour de 100 000 salariés. Donc c'est vraiment une entreprise qui compte. 2 millions de salariés, on doit être à peu près vaguement à 10% donc de la population active. Ça plus ou moins, évidemment. Ouais, plus ou moins. Et vous avez raison de souligner que les associations, elles se transforment. Et il faut qu'on les aide à se transformer, à se professionnaliser, presque. Puisque depuis 2005, on constate que la part de subvention, en moyenne, dans le budget des associations, a tendance à baisser. On était aux alentours de 35% de part de subvention en 2005. Aujourd'hui, on est autour de 20%, donc on a perdu 15 points. Et à l'inverse, on a les revenus d'activité qui pèsent de plus en plus dans les associations, puisqu'on est passé de 2005 de 50% à aujourd'hui quasiment 65% de part de budget des associations. Donc cette transformation, elle est essentielle, ça les autonomise, ça les professionnalise. Et on voit d'ailleurs qu'un certain nombre d'associations se transforment en sociétés coopératives. On a plusieurs exemples, je pourrais vous en citer quelques-uns. Et ça permet vraiment de pérenniser l'activité d'une association et de la professionnaliser. Alors, je suis bien, ça les professionnalise, ça les autonomise. Alors, qu'on ne se méprenne pas sur ce que je vais vous demander, est-ce qu'on peut parler d'un secteur de plus en plus commercial ? C'est ça. Donc c'est assumé, hein ? Oui, très bien. Et c'est pas un gros mot. Non, super. Quand on dit les revenus d'activité prennent une part de plus en plus importante dans les budgets annuels, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, il y a des secteurs d'activité dans lesquels c'est plus ou moins facile. Quand on parle du domaine de l'insertion par l'activité économique, on sait qu'il faut des emplois aidés qui sont subventionnés par l'État, mais vous avez beaucoup d'autres secteurs d'activité qui permettent justement de réduire cette part de subvention et de devenir de plus en plus autonomes en liaison directe avec la part de revenus d'activité qui est liée à l'activité de l'association. Alors, les deux associations, je vous donne la parole dans un instant, Christophe Jeanter, mais à l'appui de ce que vient de dire Christophe Jeanter de la Banque des Territoires, votre regard, vous, association Étienne, Charles Hervé, on va commencer avec Pénélope, Charles Hervé Moreau. Je dirais que c'est un peu spécifique, effectivement, comme le disait monsieur, c'est un peu spécifique en ce qui concerne les ateliers chantiers d'insertion, étant donné que le salaire est pris en compte par l'État et par le conseil départemental, en partie. Mais il y a effectivement, si vous voulez croître, il faut financer vos permanents. Et les permanents ont tendance aussi à augmenter de façon à améliorer la qualité de l'accompagnement et la qualité de la gestion. Et nous, on a vécu ça. Hein. Si je cite deux chiffres, en 2006, on faisait à peine 150 000 euros d'activité propre. Ouais. Et l'année dernière, en 2019, on a dépassé les 400 000 euros. Sur un budget de combien à peu près ? Sur un budget d'1,3 million. Ah oui, c'est ça. Donc finalement, le tiers, c'est maintenant du revenu commercial. C'est aussi une obligation qu'on a des ateliers chantiers d'insertion, c'est normalement de ne pas dépasser 30% en ressources propres. Mais donc, étant donné que ça a évolué assez sérieusement en ce qui concerne nos charges, il a fallu effectivement trouver en parallèle de ça, en dehors de l'aide qui est apportée par l'État ou le conseil départemental, il a fallu également augmenter nos ressources propres. C'est du coup l'avance que l'on a fait avec l'économie circulaire, chercher d'autres débouchés pour pouvoir... on est dans un système de développement. C'est vrai que faut chercher, quelque part. D'un point de vue commercial, je suis d'accord, ce n'est pas un gros mot, mais c'est une nécessité. Ouais. Vous aussi, vous cherchez un petit peu la cravate solidaire mobile, Étienne Drapeau. Vous êtes un petit peu dans le paysage, vous reconnaissez dans le paysage qu'a décrit Christophe Jeanter de la Banque des Territoires ? Tout à fait. Pas exactement sur le volet commercial, puisque nous, on n'a pas ce volet-là, mais par contre, sur la baisse des subventions publiques, c'est vrai qu'on travaille aujourd'hui de plus en plus avec des acteurs privés aussi, qui vont pouvoir amener une autre plus-value.
Et sur l'ensemble de l'association La Cravate Solidaire, on est sur aujourd'hui plus de 2/3 de subventions qui viennent du privé. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte de ce côté-là, même si nous, on n'a pas forcément ce volet commercial dans l'activité en fait. Ouais. Christophe Jeanter, pourquoi la Caisse des dépôts, enfin le groupe Caisse des dépôts, bien sûr, vous accompagnez ce secteur de l'ESS ? Quand on voit que ça pèse 10% du PIB, quand on voit que ce secteur de l'ESS, donc les associations, fondations, mutuelles, etc., les entreprises de l'ESS au sens large, elles permettent vraiment non seulement de réduire les inégalités sociales, territoriales, on parle beaucoup de désertification des zones rurales, elles permettent de remettre du lien social sur les territoires et de créer de vrais services de proximité qui ne sont plus forcément maintenus sur les territoires. On le voit sur les services administratifs. On a de plus en plus de petites villes qui n'ont plus d'agence de Pôle emploi alors la Poste est encore très présente. Oui, bien sûr, il y a 15 000 bureaux de poste à peu près dans toute la France. Voilà, il y a vraiment un maillage important, mais sur la CAF ou sur la CNAV. Et on a avec au-delà de ça, vous rajoutez le palais de justice, vous rajoutez l'hôpital, vous rajoutez la caserne de gendarmerie, etc. Enfin, voilà. La majeure partie des services apportés par les opérateurs de l'État qui ne sont plus forcément présents sur les territoires. Je cite cet exemple-là parce que c'est le programme France Service. Ce sont des maisons qu'on est en train de déployer avec la NCT et qui permet de remettre des services administratifs à proximité dans les zones rurales qui n'en ont plus aujourd'hui, où les citoyens doivent aller faire 30 km à l'ouest pour aller chercher du Pôle emploi, 50 km à l'est pour aller chercher la CAF. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, on mutualise l'ensemble des services de l'État dans des maisons, dans des sites qui sont France Service et qui permettent justement d'accéder à l'ensemble de ces services. Donc on remet du service administratif, on pourrait avoir le même... Mettez du conseil, de l'accompagnement, du service, c'est ça. Exactement, et de plus en plus d'inclusion numérique, parce que vous savez qu'on constate en France qu'il y a 13 millions de Français, c'est très très important, 13 millions de Français qui ne sont pas à l'aise avec le numérique, et quand on parle des citoyens, il faut aussi parler des TPE. Il y a plein de TPE qui ne savent pas forcément bien manier les outils numériques. On l'a vu avec tous les dispositifs d'urgence cette année, où malheureusement, il y a trop de TPE qui n'ont pas pu faire les démarches administratives pour aller chercher les financements qui étaient mis en place par l'État, notamment le Fonds de solidarité. Voir la mise en place même de sites de e-commerce pour certains. Voilà. Ça, c'est le sujet encore plus récent. Ah bah oui, voilà. C'est pour ça que la Poste, puisque la Poste et la Caisse des dépôts sont un petit peu, mariés, a mis en place Ma Ville Mon Shopping, par exemple. Voilà, clairement, pour aider à faire des sites Internet, quoi. Exactement. Je vois que vous êtes très bien renseigné. Donc typiquement, la digitalisation des commerces en fait partie, et puis on pourrait aussi parler de la continuité pédagogique qu'on a connue au printemps dernier avec les écoles qui étaient fermées. Il a fallu faire l'école à la maison. Combien de parents à condition toujours, là aussi, on a parlé de désertification, il n'y a plus de murs de trésorerie, de gendarmerie, et parfois il n'y a même pas de réseau de 3G, de 4G. Et maintenant, on parle de la 5G. Tout à fait. Donc ça, c'est les réseaux très haut débit, puisqu'on ne peut pas avoir de services numériques, on ne peut pas avoir d'usage numérique, on ne peut pas parler d'inclusion si on n'a pas les réseaux de fibre optique. Et on peut parler aussi bien des réseaux fixes que des réseaux mobiles, parce qu'il y a encore beaucoup de zones blanches dans ces zones rurales. Donc vous voyez que c'est un chantier global qu'il faut mener, aussi bien sur la couche infrastructure que sur la couche servicielle. Alors justement, l'accompagnement des structures de l'ESS, on revient, vous reprenez votre casquette Banque des territoires, justement. Concrètement, quel accompagnement vous proposez, vous, Christophe Jeanter ? Alors je peux citer deux exemples, deux exemples emblématiques. Il y a le dispositif DLA, dispositifs locaux d'accompagnement. Aujourd'hui, la Banque des Territoires, on finance à hauteur de plus de 5 millions d'euros ce dispositif, qui est présent sur tous les territoires en France et en Outre-mer. Ce dispositif DLA, dispositifs locaux d'accompagnement, il apporte justement du conseil aux structures de l'ESS, et uniquement aux structures de l'ESS, notamment donc les associations, pour les aider dans cette phase aujourd'hui d'urgence. Mais le DLA n'est pas nouveau, il a été créé en 2002. Et chaque année, le DLA accompagne à peu près 6 000 entreprises de l'ESS. Et sur ces 6 000, vous avez 95% d'associations. Donc vous voyez que les associations se saisissent bien de cet outil d'accompagnement, une fois de plus, qui est financé par la Banque des Territoires, mais pas que. Vous avez justement le secrétariat d'État d'Olivier Grégoire qui finance aussi une partie. Et puis il y en a d'autres.
Donc sur l'accompagnement... Donc ça, c'est le premier dispositif. C'est le premier dispositif, une fois de plus, créé en 2002, et qui fait ses preuves et qu'on va continuer à déployer dans les années à venir. La deuxième chose qui a été créée en 2020, donc qui est tout récent et qui a été créé pour faire face à l'urgence, ce sont les fonds régionaux d'urgence qu'on a créés avec les régions et qui pèsent aujourd'hui plus de 400 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui a été abondée par la Banque des Territoires, par les régions, par les départements, par les EPCI, et qui permettent de faire des prêts à taux zéro aux associations, jusqu'à 30 000 euros par association, et aux TPE, jusqu'à 20 000 euros pour les TPE. Et ça, il y a une durée d'amortissement de 5 ans, donc ça laisse quand même le temps de voir venir pour rembourser. Et surtout, on a introduit un différé de remboursement, c'est-à-dire que l'association qui va aller chercher 15 ou 20 000 euros auprès de ce fonds régional va pouvoir avoir 18 mois ou 24 mois de différé pour commencer à rembourser. Et ensuite, elle aura au total jusqu'à 5 ans. Donc là, on est vraiment sur de l'urgence, on est vraiment sur du besoin de trésorerie pour aider les entreprises de l'ESS, les TPE, les associations à traverser cette période de crise. Comment vous faites le choix? Comment se fait la répartition? Comment vous décidez d'aller sur l'un et moins sur l'autre? Sur l'un et sur l'autre, c'est-à-dire c'est-à-dire dans les affectations, dans les différents dispositifs, vous me dites. Alors par exemple. On est très à l'aise avec ça, parce qu'il n'y a pas une seule région qui est passée à la trappe, si j'ose dire. Aujourd'hui, vous avez toutes les régions métropolitaines et toutes les régions d'outre-mer qui sont dotées, avec des petites différences sur les niveaux d'abondement, c'est-à-dire qu'on a abondé à hauteur de 2 euros par habitant en métropole et à hauteur de 5 euros par habitant en outre-mer. Mais toutes les régions ont été servies, et ensuite, tout ça est distribué par des réseaux associatifs comme Initiative France. C'est de l'investissement direct? C'est de l'investissement direct, oui. Alors on parle d'avance remboursable, puisque je parlais tout à l'heure de prêt à taux zéro. Donc on ne peut pas vraiment parler d'investissement parce qu'il n'y aura pas de rentabilité. Au contraire, on s'attend quand même à ce qu'il y ait une certaine sinistralité, si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, tous les bénéficiaires ne pourront pas rembourser, mais c'est totalement accessible à toutes ces entreprises et TPE, dans certaines conditions bien sûr, mais c'est plus sur la taille des structures. Le témoignage des deux associations, Charles-Hervé Moreau, au nom de l'association Pénélope, de quel dispositif vous avez pu bénéficier justement dans la panoplie des aides dont on parlait tout de suite Christophe Jeanter? Je vais rebondir sur le DLA, puisqu'en fait, Pénélope a eu un DLA en 2007, puisqu'en fait, il y avait une volonté éventuellement de déménager, donc il a fallu qu'on fasse un point en particulier sur nos statuts et notre activité. Et on a eu un nouveau DLA en 2010 pour effectivement réfléchir à se transformer dans une association qui prendrait en compte l'économie circulaire. Donc ça a été les deux étapes en fait qui ont amené la structure dans la situation dans laquelle elle est. On a été vraiment aidés, donc c'est vrai que il y a dans le cadre du DLA, vous faites une demande au DLA, il y a un comité qui prend en compte la demande, qui examine la réalité, la faisabilité aussi des questions que vous posez, et ensuite il vous délègue à un spécialiste du domaine pour lequel vous avez posé des questions, et c'est comme ça qu'on a évolué dans le cadre de Pénélope. Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que c'est un parcours du combattant pour l'avoir? Et ensuite, vous avez fait quoi de tout ça? Non, ça n'a pas été. Non, c'est pas difficile. Simplement, il faut avoir des dossiers qui soient. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les associations qui nous regardent cet après-midi, qui se disent bon, très bien, il y a des dispositifs, et d'ailleurs on est là pour en parler tout au long de cette journée de ce forum digital. Il y a la Banque des Territoires, il y a un certain nombre d'outils. Très bien. Lequel je choisis? Quel dossier je fais? Est-ce que c'est facile, clairement? Voilà. C'est facile, et moi je recommande, à partir du moment où il y a des questions qui se posent dans les associations, en particulier sur du développement, des objectifs à moyen terme, c'est d'avoir une réflexion avec un spécialiste. Et là, dans ce cas-là, ça programme. Quand vous parlez d'un spécialiste, c'est quel type de... C'est, je dirais, des conseillers qui sont spécialisés dans des études par rapport au chantier que l'on propose ou par rapport à la question que l'on donne. Il y a effectivement des agences qui permettent de répondre à ce type de questions et d'accompagner la structure. Je tiens dans un instant, Christophe Jeanter, sur la notion d'écoute de spécialistes, une association qui vient vous voir, qui rencontre-t-elle ce jour-là? Alors, si on est sur le dispositif du DLA, en fait, c'est vraiment du dispositif, on ne l'a pas dit, mais c'est gratuit. Oui. C'est important, c'est-à-dire qu'on le finance, mais pour le bénéficiaire final, c'est gratuit.
c'est du sur-mesure, comme ça vient d'être souligné. Par Charles Hervé, oui. Et puis ça adresse exclusivement les entreprises de l'ESS. Donc il y a des structures régionales et départementales qui sont les interlocuteurs directs des associations, qui peuvent aller les solliciter et puis ensuite se faire accompagner. Et on les trouve où, ces experts Alors monsieur répondra peut-être. Oui, je dirais au niveau de, par exemple, le dispositif de DLA en ce qui concerne Lyon. Alors vous venez de Lyon, vous venez de Sens, en effet. Sens, effectivement. Ça se situe à Auxerre et c'est porté par une association qui s'appelle les Foyers Ruraux. Dans un certain nombre de régions, je pense que ça doit être différent, mais il y a toujours un porteur de ce dispositif local d'accompagnement. Ce besoin de professionnalisation, donc quand on est une association, c'est quelque chose qui est essentiel. Racontez-moi, Étienne Drapeau, donc au nom de la Cravate Solidaire Mobile. C'est exactement ce qui s'est passé pour l'association de la Cravate Solidaire au moment de porter ce projet, la Cravate Solidaire Mobile. Donc on est une association quand même à taille encore assez réservée, mais à l'époque, il a fallu porter ce projet innovant qui nous tenait à cœur et qui permettait de toucher des publics sur des territoires où les problèmes de mobilité étaient vraiment présents. Donc on a souhaité pouvoir aller sur ces territoires-là, se déplacer, plutôt que les gens viennent à nous. Et pour ce faire, on avait ce projet-là, et grâce au contrat impact social, donc c'est un programme qui est quand même au cœur des discussions aujourd'hui, qui a été lancé il y a quelques années, mais que Madame la secrétaire d'État Olivia Grégoire souhaite encore pousser en avant. C'est lancé, je crois, il y a 4 ans, quoi. C'est 2016, c'est ça, Christophe? C'est ça. Tout à fait. Et donc, grâce aussi au soutien de la Banque des Territoires, qui est inclus dans notre contrat impact social, on a pu lancer ce projet-là, et qui permet à l'association de se professionnaliser, de se structurer, d'aller porter un projet qui est innovant et qui, pour nous, a du sens, et de pouvoir toucher des nouveaux publics qu'on ne touchait pas jusqu'à présent. Parfait. Ça fonctionne comment, ces contrats impact social? Ils ont été lancés, je le disais, en 2016. C'est inspiré du monde anglo-saxon. Ils sont destinés à qui? Alors, c'est inspiré du monde anglo-saxon. Ça fait des années que ça existe. Ça a été lancé en France en 2016, mais ça fait plus de 10 ans que ça existe dans le monde. Aujourd'hui, vous avez plus de 450 millions d'euros de projets de contrats impact social qui ont été financés dans le monde. En France, depuis 2016, vous allez voir que c'est tout petit encore, c'est vraiment embryonnaire. 450 millions en dehors de nos frontières, 10 millions en France. Ah oui, en effet. Voilà. Ça représente entre 150 et 200 projets dans le monde. On est à 10 ou 11 projets en France. Ah oui. Et vous comprenez pourquoi Olivia Grégoire, donc la secrétaire d'État à l'ESS, veut massifier tout ça. Et ça passait par un travail de simplification au niveau de la structuration juridique, et notamment l'introduction de tiers payeurs avec le fonds de paiement au résultat. Pardon, je suis en train de noyer tout le monde. Non, pas du tout. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Madame Olivia Grégoire a lancé déjà 2 appels à projets depuis le mois de septembre. Un autour de l'économie circulaire au mois de septembre, et puis il y en a un autour de l'inclusion dans l'emploi qui a été lancé tout récemment. Donc nous, on se positionne comme investisseur. On a été donc un des investisseurs de la Cravate Solidaire Mobile. Et ces contrats impact social, c'est vraiment des modèles qui sont innovants. Une fois de plus, anglo-saxon, mais vraiment innovant. On parle de faire préfinancer par des fonds privés des programmes d'action sociale innovants qui permettent de réduire les coûts publics. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est important de réduire les coûts publics, la dette est vraiment importante. Et là, c'est une façon de confier à du privé, à des associations, par exemple, de leur confier un programme d'action sociale. Je peux donner un autre exemple que la Cravate Solidaire, qui est par exemple le taux de récidive des anciens détenus. Vous avez des contrats impact social dans le monde, notamment en Angleterre, qui permettent de réduire le taux de récidive. Et vous savez que c'est un certain coût pour l'État. Je crois qu'en taux de récidive, on est au moins autour de 50% de taux de récidive dans les 5 ans qui suivent la libération. Eh bien, j'ai un exemple en tête d'un projet là, qu'on est en train de financer qui s'appelle Wake Up Café, qui existe déjà depuis quelques années, qui est implanté à Paris, Montreuil, Lyon, Montpellier, sur lequel le taux de récidive il est de 7%. 7%. Donc ça veut bien dire que ça marche. Et ça, comment ça marche? C'est sur l'ancienne péniche de l'émission Thalassa qu'on est en train de réhabiliter et de transformer en tiers-lieu, avec des espaces de formation, des espaces. Il y a un bureau d'emploi, il y a un restaurant qui est ouvert à tous, et en fait, on essaie de faire, à travers Wake Up Café, de la réinsertion durable des anciens détenus, pour éviter justement de faire baisser au maximum ce taux de récidive. Et en fait, vous allez voir que le modèle des contrats impact social, c'est que plus l'impact social est important, donc il y a des indicateurs qui sont définis, plus finalement la rémunération du privé
qui a préfinancé tout sur ses fonds est importante. C'est-à-dire que si on a... Et cette mesure de l'impact, elle se fait 3 ans après le lancement du projet. Donc si on est dans les clous par rapport à ce qui était défini 3 ans avant, la part de l'investisseur privé est remboursée, et plus il va avoir d'impact, de résultats en termes d'impact social, et plus il va avoir une prime importante. Un cercle vertueux. C'est génial ce que vous racontez finalement, Christophe Jeanter. C'est pour montrer que quelque part, pour accompagner ce secteur de l'ESS, il n'y a pas que du fric. Hein, et voilà, on n'ouvre pas le carnet de chèques, vous voulez combien? Hop, très bien, au revoir, et on se barre. Non, il y a au-delà de ça, il y a de l'extra-financier qui rentre en ligne de compte. Exactement. Et il y a plein de projets innovants, plein de projets d'innovation sociale. Un de notre rôle, au-delà du financement, on en parlait tout à l'heure, c'est d'accompagner, justement, ces projets innovants, c'est d'essayer de... Quand on parle de projets innovants, forcément, on parle de modèle économique un peu hybride, modèle économique qui sort de l'ordinaire. Et ce modèle économique, il faut le faire émerger. Donc, il faut mettre des crédits d'ingénierie, il faut affiner le BP, bon, voilà. Parce que c'est innovant. Mais une fois qu'on l'a trouvé, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'un projet sur un territoire va pouvoir être essaimé sur l'ensemble des territoires au maximum pour que voilà, ce modèle innovant puisse être déployé le plus possible. Oui, alors, quand on dit il y a de l'extra-financier, il y a la mesure de l'impact, quels sont les critères exacts que vous prenez en compte? C'est quoi la méthodologie, justement? Parce que j'imagine qu'il y a quand même une grille de lecture, nécessairement, à un moment. Oui, alors aujourd'hui, de plus en plus de monde comprennent que le succès d'un projet ne repose pas que sur des KPI financiers. Ça, on va dire que c'était l'ancien monde. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, on marche sur 2 jambes. Une jambe, évidemment, sur la rentabilité financière, parce qu'on est investisseur. On est une institution publique qui investit. Je rappelle qu'on investit l'argent du livret A. Donc on est quand même redevable de cet argent qui ne nous appartient pas, mais qu'on réinjecte sur les territoires. Donc il faut que cet argent-là, il rapporte un minimum de rentabilité. Et puis la deuxième jambe sur laquelle on marche, c'est l'impact extra-financier. Et alors là-dessus, en termes de méthodologie, il n'y en a pas qu'une. Il y a énormément d'initiatives sur la place. On avait nous-mêmes tenté d'en faire un à travers l'outil MESIS sur lequel on a réfléchi et on continue de réfléchir avec BNP Paribas et l'investisseur, le fonds d'investissement INCO. Je peux citer une autre initiative qui est l'Impact Tank, qui a été lancée par le groupe SOS il y a quelques mois, justement pour essayer d'améliorer cette méthodologie. Et puis tout ça tourne autour des 17 ODD de l'ONU, des 17 objectifs de développement durable. Ouais. Et il faut savoir que derrière chacun de ces 17 ODD, vous avez plusieurs dizaines de sous-critères. Donc il faut vraiment qu'on arrive Parce que ce qui est essentiel, c'est que quand vous lancez un projet, il faut en même temps définir les indicateurs d'impact qui y seront liés. On parle beaucoup de business plan financier, on parle de plus en plus de business plan extra-financier. C'est quoi les objectifs extra-financiers qu'on se fixe en 2021, en 2022, en 2023 ? Il n'y aura pas que les objectifs de EBITDA ou de résultat net. Il faudra que ça génère autre chose que du résultat financier. Et donc, toute cette méthodologie, elle est en cours de construction aujourd'hui, une fois de plus avec beaucoup d'initiatives, mais il n'y en a pas qu'une. Je vais vous faire réagir dans un instant les associations, parce que j'ai pas mal de questions qui arrivent. Hein. J'ai Patrick à Ouascal, c'est à côté de Lille, bien entendu, qui nous dit, est-ce que le critère environnemental va prendre de plus en plus de place dans les attributions donc de subventions, de soutiens divers et variés. Qu'est-ce que vous dites, vous, Christophe Jeanter ? Alors je dis oui, et je dis il n'y aura pas que le critère d'impact environnemental, il y aura le critère d'impact social, territorial, et on va dire au sens large, sociétal. Typiquement sur des critères d'impact environnemental, on est sur des projets de transition alimentaire, on pousse ça pour qu'il y ait un maximum d'hectares qui soient reconvertis en bio, pour travailler sur la production locale, la distribution locale et la consommation locale. Et donc toute la notion de circuit court derrière. Nous, à la Banque des Territoires, on a un indicateur qui porte sur le nombre d'hectares qui sont convertis en bio en France à travers tous les projets qu'on finance. Autre question, je promets, je donne la parole à Étienne et Charles Hervé, parce que j'aurais évidemment remercié ceux qui nous en posent. Delphine, ma question va peut-être sembler basique, mais comment et qui décide du fait qu'un organisme a un impact social ? Ah bah oui, c'est pas mal ça. Alors, qui veut répondre ? Allez-y Christophe et Jeanter, et puis les deux autres ensuite. Oui, parce que c'est eux qui regardent. C'est plutôt eux qui régalent, comme on dit. Alors, en fait, c'est une bonne question, parce que je voudrais quand même souligner qu'on parle... Enfin, il y a beaucoup plus
qu'avant d'entreprises qui parlent d'impact social. Ouais. Et de la même façon qu'on parle de greenwashing, on parle aussi maintenant d'impact washing. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui disent qu'ils vont faire de l'impact et il y a ceux qui le font vraiment. Bien sûr. Donc il faut effectivement, c'est pas évident quand on nous apporte un projet. Ce qu'il faut réussir à déceler, c'est si l'indicateur déjà va être pertinent et si l'impact du projet, il faut pouvoir mesurer l'impact du projet avec des critères qui soient le plus précis possible. En général, on arrive à distinguer l'impact washing de ce qui ne l'est pas. Allez-y, très concrètement, la cravate solidaire mobile. L'impact, il se décide comment aussi c'est mon côté terrain qui parle, mais en regardant aussi au jour le jour quel est l'impact concret sur les bénéficiaires. Et nous, par exemple, on peut le voir à chaque atelier, à quel point, en 2 heures d'accompagnement individuel, ils peuvent ressortir avec une confiance en soi qui est renouvelée. Et on invite très régulièrement, et nos partenaires financeurs, évaluateurs, viennent régulièrement voir comment ça se passe. Et en venant sur le terrain, ça permet aussi de prendre vraiment conscience de ça. Et sur le cas concret du contrat impact social, la cravate solidaire mobile, on est accompagné aussi par un évaluateur externe qui est là pour certifier avec tout un volet qualitatif, donc pas uniquement du chiffre, pas uniquement accompagner tant de personnes, sensibiliser tant de bénévoles, mais aussi un volet vraiment très qualitatif, prendre le temps d'interroger les gens, qu'est-ce qu'ils ont décelé dans l'accompagnement qui leur semble très utile, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, tout ça. Charles Hervé. Donc Pénélope. On n'a pas utilisé en 2016 le contrat impact social, sachant qu'on est atelier chantier d'insertion. Donc notre objectif, c'est de remettre à l'emploi les gens qu'on emploie, c'est l'emploi par l'emploi. Et effectivement, on a des critères assez clairs en ce qui concerne nos conventions avec l'État ou le conseil départemental. C'est des pourcentages de remise à l'emploi, soit des pourcentages dynamiques ou des pourcentages de CDI et de formation. Et là, chaque année, en fait, nos 2 objectifs, c'est que 60% des gens qui quittent la structure puissent avoir un emploi, même si c'est un CDD de courte durée, et 25% qui soient dans l'emploi durable. Et donc, chaque année, c'est une surveillance que l'on a, et justement, les subventions sont aussi conditionnées par les résultats que nous obtenons dans le cadre des ateliers chantiers d'insertion. Étienne ? C'est une dynamique qui est assez globale, je pense, dans tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, mais c'est vrai que cette mesure d'impact-là, elle permet aussi d'ajuster des choses au sein des associations, de prendre conscience de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui mériterait d'être amélioré. Et quelque part, ça vous pousse à faire toujours plus et mieux, quelque part, donc, dans vos objectifs, nécessairement. C'est très exigeant, quelque part. Bien sûr, c'est exigeant, mais c'est aussi ce qui motive, je pense, le cœur de l'association, de pouvoir accompagner plus de personnes et le faire dans des meilleures conditions possibles. Et nous, on a effectivement, il y a quelques années, on a recruté une personne qui est spécialisée dans l'accompagnement pour justement faire un point au début du recrutement, pouvoir éliminer tous les freins à l'emploi, parce qu'il y a un certain nombre de freins à l'emploi qui peuvent être une situation financière, qui peuvent être certaines addictions, un non-permis de conduire, qui maintenant est quand même très important, surtout pour ceux qui viennent et qui habitent dans la campagne. Et donc on lève progressivement l'emploi, le temps du contrat, pour effectivement que la personne retrouve un emploi qui, on l'espère, sera sous forme permanente. En tout cas, c'est un vrai challenge de mettre en place tous ces critères, n'est-ce pas, Christophe Jeanter, du territoire. C'est sûr. En fait, ce qui vient d'être dit par mes 2 compères, on mesure le taux de sortie positive. Voilà. Soit ça débouche sur un emploi pérenne, soit ça débouche sur une formation qui va derrière permettre à la personne d'être plus employable. Ce que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure, c'est que de la même façon qu'on essaye de vraiment distinguer ce qui est de l'ordre de l'impact washing et ce qui est du vrai impact, en fait, c'est un peu comme quand un porteur de projet vous apporte un business plan. Il a des hypothèses de rentabilité au fil des années, et puis nous, on fait notre travail, évidemment, de challenge de ces hypothèses. Et sur l'impact, ça va être exactement la même chose. On ne va pas prendre pour argent comptant tous les indicateurs et tout ce qui va permettre d'embellir le projet, et on va, avec notre expérience et notre expertise maintenant, on va pouvoir distinguer de ce qui est vraiment atteignable de ce qui ne l'est pas. Il faudra un jour peut-être faire une grille de lecture, j'allais dire objective, avec un certain nombre de critères, non extensibles. Et voilà, puis après, notre rôle, c'est aussi d'accompagner le porteur de projet. Oui, tout à fait. Il va nous apporter quelque chose, et puis on va lui dire peut-être qu'il y aurait plus d'impact
sociale ou environnementale si vous réorientiez votre activité de cette façon. Ouais. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais reprendre encore 2 questions, parce que ça ne cesse d'arriver. Hein, justement, allez-y, continuez. On est là jusqu'à 16h. C'est fondamental, justement, qu'on s'intéresse aujourd'hui dans ce forum digital à ce secteur de l'ESS. Jackie qui nous dit « J'ai apprécié la notion d'impact extra-financier, impact social. L'évolution de l'égalité femmes-hommes, est-ce que ça fait partie des critères importants dans l'évaluation d'un impact culturel ou éducatif ?» Chacun. Oui, tout à fait. Par exemple, à la Cravate Solidaire, on réfléchit, on est en train de mettre en place des formations contre les discriminations à l'emploi à destination des entreprises. Donc c'est un projet qu'on porte et qui va bientôt voir le jour. Et le volet discrimination envers le public féminin sur les questions de salaire ou les questions d'emploi, ça fait partie tout à fait intégrante de ce qu'on travaille. Bon, je vais vous faire répondre, mais juste, il y a 4 messieurs autour de la table là. Non. Il y aura tout à l'heure une table ronde 100% féminine. On a eu moitié ce matin. Enfin voilà, surtout ne commencez pas à nous faire le moindre reproche. Voilà, c'est bien réparti sur l'ensemble de la journée. Il y a des hommes, il y a des femmes, etc. Allez, je referme la parenthèse. Au cas où, oui, Christophe. Et vous avez au moins une femme qui arrive à la table ronde suivante, que je connais bien. Ah bah bien sûr, oui, parce que je crois qu'on va reparler un peu de la Banque des Territoires. Vous avez raison, Christophe Jeanter. Oui, Charles Hervé, vous vouliez me dire un mot là justement sur la question de Jackie ? Je disais sur le plan de la... nous avons des employés qui viennent de toute origine, de tout pays. Donc effectivement, nous travaillons beaucoup sur la discrimination, sur l'emploi homme-femme. C'est indispensable dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Oui, Christophe. Oui, j'ai un autre exemple je vous écoute. avec l'école de formation numérique qui s'appelle Simplon, oui. vraiment connue, où aujourd'hui vous avez 40% des apprenants qui sont des femmes. Donc, ils viennent se former au numérique. On dit souvent qu'il y a peu de femmes ingénieurs. Écoutez, vous avez de plus en plus de femmes qui se forment au numérique et qui ensuite vont devenir de vrais entrepreneurs. Et donc ça, c'est un très bon signal aussi. Alors, justement, j'ai une autre question. Marie, à Metz, qui nous dit, voilà, vous parlez d'accompagnement des structures de l'ESS. Est-ce que l'après-crise passera de plus en plus par une régionalisation de l'accompagnement ? L'homme de la Banque des Territoires, allez-y, Christophe Jeanter. C'est quand même déjà un peu le cas. On en a parlé avec le DLA tout à l'heure, le dispositif local d'accompagnement dont a bénéficié Pénélope. C'est même départemental. Voilà, donc c'est non seulement effectivement régional, mais c'est même départemental. Et je le redis, ça existe depuis 2002. Oui, c'est ça. Vous en avez bénéficié quoi, en 2007, 2008 Voilà, c'est ça. Ouais. Nécessairement, la régionalisation, les territoires, c'est quelque chose, évidemment, non seulement tendance. J'ai toujours peur qu'il y ait un effet de mode. Pas du tout. C'est quelque chose maintenant qui est totalement inscrit dans l'air du temps. Hein. Non, j'allais ajouter, il n'y a pas que le DLA non plus. Mais vous avez aussi pas mal d'incubateurs sur les territoires. Nous, on est rentré, on soutient notamment La Ruche, qui est un incubateur qui se déploie sur un maximum de territoires. Donc, il faut pouvoir jouer avec les différents dispositifs qui existent. La Ruche, les incubateurs, le DLA, et puis vous avez l'Avise qui soutient également pas mal de dispositifs d'accompagnement territoriaux. Donc il y a des choses qui existent. Je ne dis pas que ça suffit, il faut continuer à les déployer et surtout les rendre accessibles, il faut les rendre plus visibles pour que les porteurs de projets, vous voyez bien, à travers les questions, on se rend compte que ce n'est pas forcément suffisamment connu, mais il y a quand même, et je suis content que mon voisin en ait fait un témoignage, il y a quand même des choses qui existent et qui permettent d'accompagner les projets dans leur virage stratégique ou de les doter d'outils financiers qu'ils n'avaient pas avant, ou etc. Étienne Drapeau. Je dirais, pour rebondir et pour recontextualiser, c'est un peu dans le sens de l'histoire actuellement. La période actuelle nous fait prendre conscience que les territoires, il faut s'adapter à un territoire, mesurer un impact sur un territoire. Et je pense qu'à l'avenir, on va et on devrait de plus en plus assister à ces modèles-là de financement de l'économie sociale et solidaire au plus proche des territoires. Il y a un mot, il y a clairement une accélération. Voilà. Non, mais il y a une accélération, mais la question est très très bonne. En France, et pas qu'en France, mais ce qui pêche, c'est l'amorçage. Il n'y a pas assez de fonds d'amorçage, et c'est l'accompagnement. Parce qu'une fois que vous avez une entreprise qui génère du chiffre d'affaires, en général, elle n'a plus trop de problèmes à lever des fonds. Mais il y a toute la partie émergence, trouver le bon modèle économique, pouvoir incuber son projet. Et pour ça, il y a cette phase d'accompagnement, parce que, comme je le disais, il y a plein de bonnes idées, il y a beaucoup d'innovations, mais combien voient le jour au final ? Et en fait, ce qui permet vraiment de faire émerger tout ça,
c'est l'accompagnement, et c'est vraiment le nerf de la guerre aujourd'hui. De l'argent, il y en a. L'argent, il y en a, mais il y a l'à côté. Les fonds d'investissement de l'argent, mais il faut avoir des projets qui soient suffisamment matures, et l'accompagnement est là pour les faire émerger. Et pour donner ce côté professionnel, d'autonomisation, donc pour ce secteur de l'ESS dont vous nous avez parlé tous les trois. Merci, c'était formidable. Merci beaucoup, Étienne Drapeau, chef de projet de la Cravate Solidaire Mobile. Très belle association. Merci d'être venu. Pénélope, parfait aussi. Charles Hervé Moreau, bon retour en Bourgogne-Franche-Comté, maintenant ça s'appelle comme ça, dans le département de Lyon. Et puis Christophe Jeanter, directeur du département investissement, cohésion sociale et territoriale à la Banque des Territoires, donc filiale de la Caisse des dépôts. Il est 14h10. Dans un instant, gros plan sur les nouveaux dispositifs de relance et de soutien pour l'économie sociale, pour la vie associative. Et on reviendra évidemment avec la Banque des Territoires, puisqu'il y aura donc une de vos collègues, collaboratrices qui sera là avec nous, avec bien d'autres que je vais vous présenter dans un instant. À tout de suite, on revient vite.